Paul Louveil-Dubuc de bien vouloir nous rejoindre. Je lui ai donné le grand enjeu d'ouvrir ces journées. Donc Paul Louveil-Dubuc est docteur en philosophie, chercheur en philosophie politique et éthique et responsable de la recherche à l'Espace Éthique Île-de-France. Il est également rédacteur en chef de la Revue française d'éthique appliquée. Il va partager avec nous les réflexions sur les enjeux et les paradoxes de la société inclusive. Paul Lou, c'est à vous. Merci beaucoup Lydie Gibet et l'ensemble des organisatrices, des organisateurs de l'événement de m'avoir invité à intervenir aujourd'hui devant vous. Alors vous êtes très nombreux, je n'ai pas l'habitude d'intervenir devant autant de gens. J'espère que mon propos vous intéressera parce que j'ai déjà ennuyé des gens, mais ennuyer autant de personnes en même temps, ça ne m'est jamais arrivé. Voilà. Mais il y a une première atout, vous me direz. Voilà. Alors, depuis 2018, je m'intéresse à l'inclusion. J'ai publié sur ce sujet quelques articles et je suppose que c'est pour cette raison qu'on m'a invité à intervenir. J'ai également eu l'occasion de discuter de l'inclusion, de dispositifs inclusifs avec des personnes concernées en situation de handicap, avec des familles, en particulier dans les champs du handicap et des handicaps psychiques, et bien sûr avec des professionnels. Et donc les discussions que j'ai eues avec eux seront au cœur de mon propos. Mais si l'inclusion m'intéresse, personnellement, c'est avant tout comme concept. Formé en philosophie, je m'intéresse au concept, à ce qu'il recouvre. Et comme philosophe politique, plus encore que le concept, ce qui m'intéresse, c'est l'idéologie dans laquelle s'inscrivent les concepts, aussi les usages, les effets concrets de ces concepts. Donc, cela pour vous dire que ma perspective sera limitée. Je n'ai pas une expertise du terrain, comme peuvent l'avoir les sociologues, ni une expertise du vécu de l'exclusion, de l'oppression, de la discrimination, autant que les personnes en situation de handicap notamment peuvent en avoir, ni une expertise de la responsabilité, qui est celle des professionnels, des parents par exemple, de l'ensemble des aidants qui tous les jours se confrontent aux difficultés du quotidien. Ma contribution porte sur le concept d'inclusion, son ancrage idéologique, ses usages et effets concrets, quand il se traduit dans des dispositifs inclusifs. Et je m'intéresserai évidemment aux critiques qui ont été faites et qu'on peut faire sur le concept d'inclusion, aux résistances qu'il rencontre parmi les personnes en situation de handicap, les proches, les professionnels. J'essaierai de montrer qu'il y a des débats autour de l'inclusion, mais mon objectif ne sera pas forcément de prendre parti dans ces débats, mais déjà de montrer qu'ils existent, comment ils prennent forme, quels acteurs ils mobilisent. Alors tout cela, il me semble que c'est le rôle de l'éthique de le faire, c'est de montrer que des questions se posent, c'est de convertir les malentendus, les non-dits, en débats explicites et, dans la mesure du possible, en débats argumentés. C'est de créer les conditions d'un espace de discussion. Et c'est pourquoi il me semble que c'est important que les journées commencent par là, par l'éthique. Alors, je commence par dire quelques mots de ce qu'on pourrait appeler le noyau idéologique de l'inclusion. Qui cherche ce noyau se heurte déjà à une difficulté. C'est qu'on ne trouve pas, dans les différents rapports récents ou anciens consacrés à l'inclusion, dans tous les champs, et on en trouve de nombreux sur Internet, on ne trouve pas de définition générique de l'inclusion, alors même que l'inclusion concerne un grand nombre de publics considérés comme exclus ou devant être davantage inclus, les personnes handicapées en situation de handicap qui sont au cœur de cet événement, mais aussi les chômeuses, les chômeurs, les personnes précaires et en grande précarité, les femmes, les groupes LGBT. On trouve quelques définitions de la société inclusive, mais chaque fois, ces définitions valent pour un public donné ou dans un secteur donné, l'école, l'université, l'entreprise, le soin, les transports, etc. Et on trouve finalement assez peu de gens qui défendent l'inclusion en général. Il arrive même que certains défendent l'inclusion dans le champ du handicap, mais s'opposent fortement, par exemple, à l'écriture inclusive, dont on a récemment entendu parler avec l'entrée du mot « IEL » dans le Robert. Est-ce une incohérence ? Je ne saurais dire, mais le fait est en tout cas que l'inclusion ne fait pas l'objet d'un combat commun, d'une convergence des luttes, pour parler en termes marxistes.
Quel est donc le noyau idéologique de l'inclusion ? Je vous propose de passer en revue un certain nombre de rapports défendant l'inclusion de publics divers. Et je vais commencer donc par une première définition qui est celle donnée en 2004 par la Commission européenne qui a fait paraître un rapport sur l'inclusion sociale. L'inclusion sociale est un processus qui garantit que les personnes en danger de pauvreté et d'exclusion sociale obtiennent les possibilités et les ressources nécessaires pour participer pleinement à la vie économique, sociale et culturelle et qu'elles jouissent d'un niveau de vie et de bien-être considéré comme normal pour la société dans laquelle ils vivent. L'inclusion sociale leur garantit une meilleure participation au processus de prise de décision qui affecte leur vie et un meilleur accès à leurs droits fondamentaux. Premier exemple, je vais vous donner un deuxième exemple. En janvier 2018, paraît cette fois dans le champ de l'emploi et de l'insertion le rapport Borrello, intitulé « Donnons-nous les moyens de l'inclusion ». Et on y lit dans l'introduction « On a trop longtemps pensé à partir d'un mécano de dispositif et pas assez à partir des personnes qui doivent entrer dans des cases pour en bénéficier. Il est peut-être un moyen de renverser la perspective, concevoir des outils capables de s'adapter aux réalités du terrain et donc davantage aux situations des personnes. » Et dans la suite de ce rapport, le principe des parcours emploi-compétences est proposé pour remplacer les contrats aidés, ce qui suppose des employeurs dits employeurs inclusifs, qui s'engagent à aménager ces parcours emploi-compétences par des formations et de l'accompagnement. Autre exemple, en avril 2019, Sophie Cluzel fait paraître un rapport pour la Fondapol, un think tank, sur l'inclusion dans le champ du handicap, vous le connaissez sans doute, et écrit à ce sujet « La société inclusive est une société qui accueille chacun de ses membres sans distinction. Plutôt que de les nier ou de les exclure, elle prend en compte les singularités et fait en sorte d'offrir à chacun la possibilité de bénéficier des mêmes chances. Une société inclusive est une société qui appartient à tous, qui fait des singularités sa richesse, sans viser à la normalisation, comme dans les politiques d'assimilation, ni en rejetant ces singularités dans les marges sous prétexte de protection. » Et enfin, et j'arrêterai avec les exemples, sur le site du gouvernement de la République française, on trouve un article sur l'école inclusive et cette définition. L'école inclusive doit s'adapter aux besoins de tous les élèves et aux besoins de chacun d'entre eux dans un environnement scolaire prenant en compte les spécificités de chacun. Alors, si je donne tous ces exemples, c'est pour montrer le noyau idéologique de l'inclusion qu'on peut résumer assez simplement, l'égalité des chances. L'inclusion est au fond une reprise d'un principe très connu, qui est le principe de l'égalité des chances, principe issu du libéralisme égalitariste, selon lequel chaque individu, quelles que soient ses appartenances, quelles que soient ses capacités physiques, intellectuelles, quelle que soit son orientation sexuelle, chaque individu doit pouvoir, tout autant que les autres, bénéficier des conditions nécessaires à la réalisation de ce qui lui importe. Pour paraphraser le philosophe John Rawls, philosophe donc qui a écrit en 1971 un ouvrage intitulé « Théorie de la justice » et qui porte notamment sur ce principe d'égalité des chances, toutes les fonctions et toutes les positions sociales doivent être ouvertes à toutes et tous les membres de la société, de sorte qu'ils aient une chance égale d'y accéder. Et la condition, évidemment, de la mise en œuvre de cette égalité des chances, c'est la compensation, la réduction ou l'élimination de l'ensemble des obstacles qui se mettent sur le chemin de chacun, de chaque individu, pour l'empêcher de réaliser son projet de vie. Et parmi ces obstacles, il faut considérer non seulement les obstacles matériels physiques, par exemple les trottoirs trop étroits, les ascenseurs trop étroits, les habitats inadaptés, les obstacles juridiques dans l'accès aux droits, mais aussi les obstacles immatériels que sont les préjugés, source de stigmates et de discrimination dans l'accès à la vie sociale, à la vie professionnelle, aux soins, à la scolarisation, etc. Or, ces obstacles sont toujours singuliers, toujours propres à des individus singuliers, puisqu'ils résultent de la rencontre entre des déficiences et des environnements inadaptés. Et comme les obstacles sont singuliers, l'égalité des chances implique des dispositifs singuliers, particuliers, particularisés, adaptés aux spécificités de chacun, et de sorte que, en fait, l'égalité des chances désigne un principe d'équité qui vise le traitement différencié de cas différents.
Alors, je pense que les définitions qu'on a lues à l'instant le montrent très bien. Mais il y a autre chose qui me semble très important dans ces citations, dans ces définitions que je vous ai lues, et qui mérite toute notre attention, c'est que l'inclusion ne vise pas seulement à garantir des droits individuels à la participation sociale, l'inclusion vise aussi, et par là même, par la garantie de ces droits individuels, une amélioration du bien-être de tous. Madame Cluzel, donc, écrit « Une société inclusive est une société qui fait des singularités sa richesse ». Là encore, cette idée-là, ce n'est pas une idée neuve, mais une idée qu'on trouve déjà chez notamment le philosophe John Stuart Mill, donc, qui écrit en 1859 un ouvrage intitulé « De la liberté », donc 1859. C'est donc une vieille idée, ce qui n'enlève rien à sa vérité ni à sa beauté. Pour Mill, donc, les individus sont des individualités, c'est-à-dire des êtres qui se transforment continuellement en s'influençant les uns les autres. Et plus les influences que connaît chaque individualité sont diverses et nombreuses, plus cette individualité sera elle-même ouverte et douée d'une perfection interne qui se répercutera sur les autres. De sorte qu'en fait, une société est toujours heureuse à proportion de la place qu'elle donne à l'expression des diverses individualités qui la composent. À l'inverse, une société qui bride les individualités, une société dans laquelle s'exerce une tyrannie de la majorité, pour reprendre une expression de Mill, mais aussi de Tocqueville, qui écrit à peu près à la même époque, cette société-là, donc où s'exerce une tyrannie de la majorité, évolue vers une forme de conformisme qui jouera en défaveur non seulement des minorités, mais aussi de la majorité. Donc, ces définitions de l'inclusion réaffirment des idées qu'on avait déjà vues, des idées philosophiques assez anciennes, et en particulier au sein de la tradition libérale en philosophie. Alors, est-ce que ça veut dire que ces 20 dernières années, depuis les premiers rapports publics sur l'inclusion, alors que les revendications au nom de l'inclusion sont de plus en plus nombreuses et concernent des publics toujours plus larges, est-ce que ça veut dire que rien de nouveau se soit passé? L'inclusion est-elle simplement le nouveau nom donné à l'égalité des chances? Alors, je ne le pense pas. Il me semble au contraire qu'avec l'inclusion vient quelque chose de nouveau, qui relève d'un approfondissement dans la mise en œuvre de ce principe d'égalité des chances. Son extension à toutes et tous, quelle que soit leur capacité physique et intellectuelle. Et j'insiste sur le mot « capacité ». Longtemps, on a considéré qu'il y avait des capables et des incapables. Et c'est ainsi que l'incapacité présumée de certaines catégories de la population, les femmes notamment, a pu justifier leur oppression, c'est-à-dire leur privation de droits civiques. Ce qui change avec l'inclusion, c'est la présomption de capacité. Pour reprendre une expression d'un collègue, Fabrice Gzil, expression qu'il avait utilisée dans le champ de la maladie d'Alzheimer, mais qui pourrait en fait se généraliser, notamment à toutes les formes de handicap. La présomption de capacité vient se substituer à la présomption d'incapacité. Nous sommes tous capables, ou pour le dire négativement, personne n'est incapable, ce qui revient aussi à cette formule du groupe SOS, personne n'est inemployable. Ce sont des phrases très fortes. Personne n'est incapable, nous sommes tous capables, dont il nous faut mesurer la portée. Le principe d'égalité des chances s'étend, à la faveur donc de son approfondissement par l'inclusion, à l'ensemble des individus d'une société, a priori considérés comme capables, présumés capables. En fait, ce qui a changé ces dernières années, c'est notre conception de l'autonomie. Alors cela, Fabrice Gzil l'exprime aussi très bien. Je vais citer assez longuement une intervention qu'il a réalisée dans le cadre d'un colloque organisé par le groupe Polyhandicap France et qui s'est tenu il y a quelques semaines. Il rappelle que dans le champ de la bioéthique a longtemps prévalu une dichotomie entre les personnes dites autonomes, dont il convenait de respecter le droit à l'autodétermination, et les personnes dites vulnérables, dont les intérêts devaient être protégés. Les personnes donc considérées comme autonomes et les personnes vulnérables qu'il faut protéger, dont les intérêts doivent être protégés. Donc je le cite.
Par rapport aux personnes dites vulnérables, d'abord, on ne considère plus qu'il soit légitime d'avoir vis-à-vis d'elles une attitude purement paternaliste ou maternaliste. On ne considère plus qu'une logique de protection des intérêts suffise à garantir le respect des personnes. On considère que même lorsque l'autonomie est fragilisée, une logique de respect des choix ou des préférences devrait s'imposer. Et je cite la suite, qui est symétrique. Par rapport aux personnes réputées capables d'autonomie, ensuite, il me semble que l'on ne considère plus aujourd'hui que le respect de la personne puisse se réduire au respect de sa capacité de choix ou d'autodétermination. L'idée émerge de plus en plus que les personnes réputées capables d'autonomie méritent elles aussi une forme de sollicitude, de vigilance, de protection ou d'attention. Alors ce que nous dit Fabrice Gzil est essentiel, et on peut le schématiser de la façon suivante. Avant, il y avait des personnes autonomes ou capables d'autonomie d'un côté et des personnes vulnérables qui nécessitaient d'être protégées de l'autre. Maintenant, il y a des personnes qui sont toutes autonomes vulnérables, c'est-à-dire à la fois autonomes et vulnérables. Certes, plus ou moins autonomes, plus ou moins capables d'exercer leur autonomie selon les cas, plus ou moins vulnérables, mais toutes autonomes, vulnérables. La frontière entre autonomie et vulnérabilité ne sépare plus des groupes humains distincts, mais elle ne disparaît pas pour autant. Elle passe maintenant dans chacun d'entre nous, dans chacune et dans chacun. Nous sommes tous autonomes et vulnérables. Et c'est, à mon sens, cela, la nouveauté essentielle qu'apporte l'inclusion dans la logique du développement de l'égalité des chances, l'inclusion de toutes et tous dans un ensemble commun d'individus considérés a priori comme autonomes et vulnérables. Alors, je voudrais maintenant aborder les critiques et les résistances que suscite le concept d'inclusion et les dispositifs inclusifs. Et je vais citer deux types de critiques, et j'insisterai beaucoup plus sur le second type que sur le premier. D'abord, je voudrais parler d'une première critique de l'inclusion, qui est une critique que je qualifierais de conservatrice. Cette critique voit dans l'inclusion une menace pour la préservation ou la conservation d'institutions, d'habitudes, de pratiques, de représentations qui bénéficient et conviennent à la majorité. A priori, cette critique nous concerne assez peu ici, dans la mesure où elle ne s'exprime pas, en tout cas publiquement, dans le champ du handicap. À ma connaissance, peu de gens défendent, publiquement en tout cas, l'idée que nous ne devrions pas rendre la société plus inclusive pour les personnes en situation de handicap, que nous devrions nous contenter des institutions et des représentations dont nous disposons déjà. Mais je trouve important de ne pas perdre de vue cette critique de l'inclusion, puisqu'on la voit à l'œuvre dans d'autres domaines. Quand certains critiquent le principe de l'écriture inclusive, c'est-à-dire le projet d'aménager un espace de communication inclusif, ils endossent cette critique conservatrice de l'inclusion, et rien n'exclut que ce type de critique ressurgisse ponctuellement à l'encontre des personnes en situation de handicap. Voilà donc pour le premier type de critique. Je vais beaucoup plus m'arrêter sur le second type de critique, qui est en fait symétriquement opposé au premier. Ce n'est plus l'ouverture de l'inclusion et des dispositifs inclusifs qui est l'objet de la critique, mais au contraire sa fermeture à l'égard d'un certain nombre de publics. Cette critique n'est plus exprimée au nom de la majorité, qui voudrait conserver ses avantages, mais plutôt au nom des minorités, qui craindraient que les politiques menées au nom de l'inclusion ne contribuent à les exclure, à les stigmatiser ou à les normaliser. Et dans cet ensemble de critiques, je voudrais distinguer trois critiques un peu différentes. La première critique ne met pas en cause l'inclusion directement dans son principe, mais l'insuffisance des moyens mis en œuvre pour réaliser les ambitions de l'inclusion. On sait à quel point le secteur du médico-social souffre aujourd'hui d'un manque de moyens financiers, mais aussi d'un manque d'attractivité et de personnel. Et c'est cela que pointe cette critique de l'inclusion lorsqu'elle s'exprime, dans un contexte de contraintes budgétaires, voire de pénurie dans certains services dédiés aux personnes en situation de handicap. L'inclusion est parfois décrite comme une opportunité économique de justifier une compression des dépenses liées au handicap. Je citerai ici l'exemple de la mobilisation des instituts de jeunes sourds et aveugles contre l'inclusion scolaire qu'ils considèrent comme forcée. C'était en 2019. Je ne suis pas contre l'inclusion des jeunes sourds ou aveugles dans les écoles ordinaires. Au contraire, c'est mon boulot de les accompagner au quotidien.
Le problème, c'est qu'on ne nous donne pas les moyens en adéquation. Aujourd'hui, on peut regrouper les élèves dans certains établissements pour constituer des petites classes. Demain, s'il faut aller les voir individuellement dans chaque école, nous ne serons pas assez nombreux pour les accompagner. Voilà donc pour la première critique. Donc c'est un article paru sur le site du syndicat Force ouvrière en avril 2019, dans le contexte donc d'une mobilisation contre l'inclusion scolaire forcée. La deuxième critique met en cause cette fois le principe même de l'inclusion. Cette critique, elle émane notamment du champ du polyhandicap, mais plus généralement des personnes concernées par des handicaps lourds nécessitant des soins permanents et continus. Alors, je cite encore: un certain nombre de handicaps complexes et de handicaps de grande dépendance nécessitent un accompagnement soutenu permanent. Aucune suppression de ces barrières ne supprimera les conséquences de ces handicaps et notamment du polyhandicap. Alors, cette phrase me semble très intéressante, donc issue d'un communiqué du collectif Polyhandicap qui rassemblait des associations dans le champ du polyhandicap. Cette phrase me semble intéressante parce qu'elle reprend le champ lexical de l'obstacle ou de la barrière, dont j'ai dit tout à l'heure qu'il était consubstantiel au concept même d'inclusion. La critique ne dit pas seulement que l'inclusion est un objectif à suivre à condition que les structures en milieu ordinaire disposent des moyens et des compétences pour accueillir des personnes polyhandicapées. Elle dit cela, mais elle ne dit pas seulement cela. Elle dit aussi que le polyhandicap, et plus généralement les handicaps complexes et de grande dépendance, ne nécessitent pas tant la suppression de barrières, mais des soins continus et permanents. De sorte que si les politiques inclusives se traduisent par exemple par la suppression progressive des établissements d'accueil et d'hébergement pour les personnes polyhandicapées, elles risquent de les mettre en difficulté ainsi que leurs familles. Et finalement, alors même qu'on voulait abattre des barrières, on contribue en fait davantage à dresser entre ces personnes polyhandicapées et le milieu ordinaire de nouvelles barrières, peut-être plus hautes, peut-être plus infranchissables encore que les barrières précédentes. Les familles et les professionnels travaillant auprès des personnes polyhandicapées ont ainsi reçu avec inquiétude les préconisations de la rapporteure des Nations Unies à la suite de sa visite en France en 2019, dont je rappelle ces célèbres phrases. La rapporteuse spéciale insiste sur le fait qu'il n'existe pas de bon établissement d'accueil, puisqu'ils imposent tous un certain mode d'existence qui limite les possibilités de vivre une vie agréable sur la base de l'égalité avec les autres. Les personnes handicapées, et je souligne, y compris celles qui nécessitent beaucoup de soins, doivent avoir la possibilité de vivre en société et de choisir leur lieu de résidence et les personnes avec lesquelles elles vivent. Donc, y compris celles qui nécessitent beaucoup de soins, le message est sans ambiguïté, il s'adresse à tout type de handicap, au nom même du noyau idéologique de l'inclusion dont je parlais tout à l'heure, puisque tous les êtres humains sont capables, doués d'une capacité d'autonomie, il convient de leur donner à toutes et tous la possibilité de vivre en société et de choisir leur lieu de résidence et les personnes avec lesquelles elles vivent. Les familles de personnes polyhandicapées répondent à cela que certes, leurs enfants sont capables de choix, mais ces choix ne peuvent toujours et finalement assez rarement s'exprimer verbalement. Ils ne peuvent s'exprimer qu'au travers de signes de réticence, de souffrance, de signes de contentement ou de joie. Or, la vie en établissement peut convenir à certaines personnes polyhandicapées, ils en sont, pour certains, convaincus. La vie en établissement ne correspond pas nécessairement pour eux au portrait d'une vie asilaire, d'une vie d'enfermement, que décrit en filigrane la rapporteure des Nations Unies. Enfin, parmi toutes ces critiques qui alertent contre les effets excluants et potentiellement stigmatisants de l'inclusion ou des dispositifs inclusifs, je voudrais citer un dernier type de critique assez différent de la deuxième. L'inclusion, à la fois donc le concept et ses traductions concrètes dans des dispositifs, sont parfois critiquées pour leur caractère normatif. Par exemple,
les dispositifs d'insertion professionnelle se heurtent au fait que certaines personnes ne se sentent pas nécessairement capables de travailler, de sorte que ces dispositifs sont parfois perçus par les usagers, notamment dans le champ de la santé mentale, comme des tentatives de normalisation, comme des tentatives de mise au pas. Et je vais citer ici un des fondateurs qui m'a autorisé à le citer dans un échange de mails que j'avais eu avec lui en 2018, un des fondateurs du réseau Entente de Voix, qui est Yann de Robert, et qui, lui, est opposé au concept d'inclusion et au dispositif inclusif. Ce que je cherche, ce n'est effectivement pas de l'inclusion, car je ne me sens pas inclus ni incluant. Inclure revient toujours, en dernier ressort, selon moi, à inscrire dans une forme de normalité. C'est plutôt que je me sens bien, dans un sens fort, je me sens dépérir si je ne l'ai pas, quand j'entre en relation. Et je suis toujours frustré des espaces sociaux clivés qui m'empêchent d'entrer en relation. Je crois que Foucault, donc le philosophe Michel Foucault, décrit ça aussi, des espaces où on circule du fait de son statut et tous les autres espaces qu'on croise mais sans s'y arrêter, sauf par accident ou par recherche plus ou moins jugée déviante. Alors, ce qui est critiqué ici, et on le voit très bien dans cette citation, c'est la dimension d'hospitalité contenue dans l'inclusion. Puisqu'on inclut, c'est qu'on accueille dans l'espace commun les différences, toutes les différences. Mais en fait, Yann de Robert, ici, dit qu'il ne veut pas être accueilli. Il ne veut pas qu'on l'accepte dans un espace commun par un effort de tolérance ou de bienveillance. Il veut précisément que son existence ne pose pas à ce point problème qu'il faille la tolérer. Ce à quoi il aspire, c'est d'être bienvenu dans les espaces sociaux, que sa présence ne soit plus ressentie comme gênante, voire inutile. Et ce à quoi il appelle, c'est au fond à une fortification du lien social. Enfin, je vais citer une autre déclaration qui va dans le même sens et de façon assez surprenante, c'est celle d'un psychiatre, donc Alain Mercuel, qui travaille dans le champ de la grande précarité des SDF. Il dit en termes de nouvelles pratiques, il y a tous les first, cure first, care first, housing first, working first. Je proposerai le biding first, c'est-à-dire tenir le lien d'abord. Donc cette insistance, cette même insistance sur le lien social. Or, ce qu'on peut dire de la crise sanitaire que nous vivons, et notamment des phases les plus dures de confinement que nous avons vécues, c'est que les situations d'isolement se sont multipliées, et je renvoie sur ce point aux travaux d'un autre collègue, Sébastien Claes, qui publiera donc des retours d'expérience sur la pandémie, sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Les situations d'isolement se sont multipliées en établissement, mais aussi à domicile, lorsque certains établissements, notamment, ont été fermés. Comme si, au fond, la nécessité vitale de maintenir et de cultiver des relations sociales n'était pas suffisamment reconnue dans notre société. Alors, comment entendre ces critiques ? Je vais me diriger vers la conclusion, mais une conclusion un peu longue, vous allez voir. Il semblerait que ces critiques, et tout particulièrement les deux dernières, qui concernent donc l'exclusion des formes lourdes et complexes, des handicaps lourds et complexes, et la normalisation dont je viens de parler, il semblerait que ces critiques remettent en cause un présupposé de l'inclusion, qui est l'incluabilité de toutes et tous au sein d'un espace social commun, régi par des normes communes, des infrastructures communes, des moyens de communication communs, etc. À cette idée qu'il n'y a plus les autonomes d'un côté et les vulnérables de l'autre, mais seulement des autonomes vulnérables, correspond une autre idée selon laquelle il n'y a plus des inclus d'un côté et des exclus de l'autre, mais seulement des inclus exclus, c'est-à-dire des êtres qui sont inclus en un certain sens, mais aussi exclus, certes plus ou moins inclus ou plus ou moins exclus selon les personnes et selon les moments de la vie, mais toutes et tous inclus et exclus.
La frontière inclus-exclu ne sépare plus des groupes d'individus distincts, comme la frontière entre autonomes et vulnérables, mais passe dans chaque individu. Ce présupposé s'accompagne d'un présupposé éthique, la nécessité éthique de l'inclusion et l'injonction adressée à tous d'être inclus ou le plus inclus possible. Ce que ces injonctions ne prennent pas toujours en compte, c'est qu'en fonction des situations, et notamment des situations de handicap, les efforts à accomplir pour s'approcher de cet horizon idéal de l'inclusion, de l'autodétermination, ne sont pas les mêmes suivant les individus. Comment entendre ces critiques donc ? Il convient, à mon sens, de conclure que le modèle de l'égalité des chances est nécessaire, mais peut-être insuffisant. Autrement dit, qu'il ne saurait seulement s'agir pour inclure, intégrer, accueillir, de supprimer les obstacles qui se dressent devant les personnes. Il faut faire aussi l'inverse. Non pas seulement supprimer des obstacles qui se dressent devant les personnes en situation de handicap pour participer à la société, mais aussi amoindrir ou supprimer les obstacles qui se dressent devant les personnes non handicapées pour rencontrer les personnes handicapées, en situation de handicap. C'est précisément ce que dit Yann de Robert quand il évoque la nécessité vitale du lien social et ses espaces sociaux clivés. Et encore, même lorsqu'on inverse la perspective, même en changeant de place l'obstacle, c'est-à-dire en le positionnant non plus devant les personnes en situation de handicap, mais devant les personnes qui ne le sont pas, le champ lexical de l'obstacle, ou le champ lexical de la barrière, peu importe, n'est pas tout à fait satisfaisant. Parce qu'un obstacle empêche de passer et suppose donc une volonté de passer, une certaine disposition à vouloir franchir l'obstacle. Or, ce à quoi on a affaire, souvent, c'est moins à des difficultés de passer l'obstacle malgré une bonne volonté de le faire, qu'à une forme de non-reconnaissance, de mépris ou d'invisibilisation. Ce changement de perspective, donc, invite à considérer comme primordial la reconnaissance de toutes et tous au regard du seul objectif de l'égalité des chances. Pour le dire dans les termes d'un sociologue donc spécialisé dans l'inclusion, Serge Ebersold, la participation à une société ne suppose pas seulement d'y prendre part, mais aussi d'en faire partie. Ce ne sont pas seulement des chances d'y prendre part qu'il faut distribuer, il faut certes en distribuer, des chances d'y prendre part, mais aussi des conditions de la reconnaissance et de la visibilité des personnes en situation de handicap qu'il faut bâtir. Alors, de façon un peu plus concrète, j'en conclurai 3 choses. Quand on pense de cette façon, l'objectif n'est plus de lutter contre les préjugés. Les préjugés sont, on l'a vu dans la visée de l'égalité des chances, considérés comme des obstacles immatériels. Logiquement donc, une réponse devrait être de lutter contre les préjugés. Or, sur cette lutte contre les préjugés, on peut faire 2 remarques. La première, c'est que si nous nous donnons l'objectif de venir à bout des préjugés, nous pouvons peut-être attendre longtemps. De nombreux sociologues ont montré que les préjugés étaient non seulement irréductibles dans une société, mais utiles à la vie sociale. Nous avons besoin de préjugés dans notre appréhension de la réalité. Il n'est pas anormal que nous soyons gênés, embarrassés, dans une position d'inconfort par rapport à des façons d'être au monde et d'agir qui ne sont pas les nôtres. Comme le dit donc le sociologue Sebastian Moser, certes, il faut lutter contre la stigmatisation et la discrimination, mais cette stigmatisation est avant tout le résultat d'une nécessité d'anticiper le monde pour l'interpréter, ce qui passe par des typifications. Si nous n'avions plus ces normes que nous pouvons projeter sur l'autre dans le but de le rendre anticipable, la vie en société serait aussi mise à mal, car l'interaction fonctionne aussi. Alors, ce qu'on peut déduire de ça, c'est que le problème, ce ne sont pas les préjugés en eux-mêmes, c'est une certaine façon de composer avec ces préjugés, c'est-à-dire d'en faire des cases hermétiques dans lesquelles on enferme des êtres humains. Le rejet, l'indifférence, le mépris, voilà ce qui est vraiment problématique et ce contre quoi il faudrait peut-être lutter. Donc ça, c'était la première remarque que je voulais faire à partir de ce changement de perspective. La deuxième remarque, c'est que si la visée primordiale n'est plus seulement l'égalité des chances, mais la reconnaissance de toutes et tous, il faudrait certes reconnaître l'importance et le rôle des personnes en situation de handicap,
Mais les reconnaître passe par la reconnaissance de leurs besoins et de leurs désirs propres, et donc aussi par la reconnaissance de l'importance des professionnels qui travaillent auprès des personnes en situation de handicap pour que leur vie soit soutenable, possible. Or, on sait à quel point les secteurs du handicap, les secteurs du médico-social souffrent d'un problème d'attractivité. Comment faire en sorte que ces métiers soient mieux reconnus? Se pose ici l'enjeu de la rémunération, mais aussi celui de la visibilité publique de ces métiers. Et je finirai par une remarque sémantique sur l'inclusion. Est-ce qu'il faut garder le terme inclusion? J'avais proposé la non-exclusion pour marquer l'idée qu'avant d'inclure, il fallait ne pas exclure, mais on imagine assez mal qu'on parle de dispositif non exclusif. Ce serait peut-être un peu ridicule. Plus sérieusement, rien ne serait plus stérile que de remplacer inclusion par un autre mot si par ailleurs on ne réfléchit pas sur ce que veut dire et ce qu'on veut dire par inclusion. Ce que j'ai voulu dire ici, c'est que c'est le noyau idéologique de l'inclusion qui pose problème, à savoir son lien avec l'égalité des chances, à l'exclusion donc de la reconnaissance dont j'ai parlé. Ce qui est certain, c'est qu'il faut mener une réflexion sur ce qu'on entend par inclusion et que cette réflexion doit être la plus large possible, qu'elle doit tenir compte de tous les points de vue, même des points de vue minoritaires, sans quoi les tensions risquent de se développer, entre associations notamment dans le champ du handicap. Les citations que j'ai lues montrent que les points de vue dépendent fortement finalement des situations d'énonciation. Les associations dans le champ du polyhandicap, les associations dans le champ du handicap psychique, l'APF par exemple, pour citer quelques exemples, ne peuvent comprendre l'inclusion de la même façon et ne peuvent aspirer à la même inclusion. Sans compter que pour des handicaps identiques, des différences de sensibilité peuvent exister, et c'est pourquoi je pense que la perspective éthique sur ces questions est impérative. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et espère encore une fois ne pas vous avoir ennuyé. Merci beaucoup, Paul Loup, pour cet exposé tout à fait intéressant, passionnant, exigeant. Allô? Oui. Oui. On a entendu allô? Allô, allô. Est-ce qu'il y a éventuellement des questions dans la salle? Moi, j'en avais peut-être une. Charles Gardou dit qu'il n'aime pas le terme inclusion, il préfère le terme inclusif, notamment parce qu'il fait un parallèle avec l'odontologie où quand une dent est incluse, elle est enfermée. Or, la logique d'inclusif est celle du mouvement. Vous avez évoqué la question de société inclusive, mais on entend des micros, excusez-nous, qui sont peut-être dans la salle, j'ai l'impression. Voilà, cette logique de mouvement qui est celui d'inclusif, qui appuie aussi la logique d'interaction entre la société et l'individu, et la nécessité de la société de s'adapter à l'individu tout autant que l'individu doit s'adapter à la société, qui est ça la logique d'intégration. Voilà, quel est votre point de vue sur ce regard porté par Charles Gardou de notion d'inclusif plutôt que d'inclusion, avec cette logique de mouvement et d'interaction? J'entends pas parler là. Je suis globalement d'accord avec cette idée. Je pense que quand je me suis référé à John Stuart Mill en disant que c'est précisément de cela qu'il parle, c'est-à-dire de cette dialectique vertueuse entre l'individu et la société, du fait qu'il y a une co-adaptation entre les deux. Et ça me semble, pour moi, faire partie de l'idée même d'inclusion. Enfin, je pense que, en tout cas, dans les rapports que j'ai lus, c'est toujours cette idée que j'ai trouvée. Maintenant, ça ne répond pas aux critiques que j'ai mentionnées après. C'est-à-dire, voilà. Mais je suis d'accord. Merci. Je vous propose de poser vos questions, faire des commentaires. Comme l'a dit Paul Loup, on souhaite aussi
dans le film qui nous a expliqué que ces journées sont un espace de débat, d'échange, de controverse. Donc voilà, on voudrait vous donner la parole. Je sais qu'il y a des micros qui circulent dans la salle. N'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse vous faire passer les micros. Alors, levez la main bien haut parce que je vous avouerai qu'on ne voit pas grand-chose, nous, d'ici. Donc, n'hésitez pas à vous manifester si vous avez une question à poser. Personne n'a de question ? Non? Si? D'accord. Vous pouvez vous présenter si vous le souhaitez avant de prendre la parole. Voilà. Oui, bonjour. Je m'appelle Stéphanie Marquez. Je suis éducatrice spécialisée en charge du professionnel à la Fondation Elie Liseron. Et donc, quand vous parlez de visibilité des accompagnants, et notamment des travailleurs sociaux, quelles pistes vous pouvez nous donner pour nous aider face aux ARS? Voilà. Bah, aucune. Non, mais je suis un peu démuni face à cette question parce que c'est pas tellement mon domaine que de réfléchir à cela. La visibilité, à mon avis, elle passe par plusieurs moyens. Moi, je parlais de visibilité pour le public déjà. Bon. Pour le public, la visibilité, elle passe par, je pense, déjà, il me semble, par l'éducation, par la culture, par la culture même des cinématographiques, la culture littéraire, par les médias. Voilà. Moi, c'était dans ce sens-là que j'entendais, que je parlais de visibilité. Pour ce qui est des ARS, j'avoue que je ne saurais pas vous dire exactement ce qu'il faudrait faire, voilà. Mais je suis sûr qu'il y a d'autres personnes parmi les 2000 personnes à peu près qu'il y a ici qui pourraient répondre. Peut-être en termes de lisibilité, c'est aussi un des objectifs de ces journées. À travers les tables rondes, c'est vrai que, je pense que les professionnels du secteur, en tout cas, c'est des choses qui nous sont dites régulièrement et que l'on entend tout à fait. Les réformes s'accumulent, s'accélèrent parfois, continuent malgré quelques demandes de ralentissement aussi. Et toute cette accélération peut donner parfois le sentiment d'un manque effectivement de lisibilité des actions qui sont conduites. Et c'est vrai que un des objectifs des journées qu'on organise à travers les ateliers, à travers les tables rondes, etc., c'est justement d'essayer de donner une lisibilité et une compréhension aux politiques publiques et aux réformes en cours. Voilà. Mais modestement, on en convient. Hein. D'ailleurs, il faut signer que certains d'entre eux sont parmi nous. Donc, l'idée, c'est aussi, ensemble, de pouvoir éclairer des points de vue différents, de pouvoir débattre, pour ensemble construire collectivement ce que vous nous avez dit, Paul-Loup, hein, une société partagée pour tous, en fait, si j'ai bien compris, pour tous. Oui, c'était ça. Je sais pas, oui. Alors, il y a une idée qui m'est venue, c'est que il me semble que l'éthique, la structuration de groupes de réflexion éthique peut contribuer aussi à une organisation du dissensus. Hein. C'est-à-dire que, il y a des positions différentes, des points de vue différents. Et l'éthique, ce qu'elle permet quand même, c'est d'articuler ces positions différentes et ces points de vue différents et de donner une voix collective à des professionnels, voilà, notamment. Donc, moi, de mon point de vue, je peux répondre que l'éthique peut être une ressource de ce point de vue-là et que les espaces éthiques régionaux peuvent l'être aussi. Voilà. Je ne sais pas si ça vous satisfait complètement. D'un point de vue de la Fédération des créailles et du réseau des créailles, on voit quand même une certaine
logique dans la globalité de ces réformes, mais c'est vrai que ça prend un temps, puisque ça fait partie quand même de nos métiers d'être traducteur des politiques publiques, modestement, hein, mais interprète plutôt que traducteur peut-être. C'est à peu près la même chose, mais essayer de décrypter, en tout cas, il y a une forme de cohérence, mais c'est vrai qu'on organise des événements comme cela pour essayer de prendre le temps de les comprendre, que vous les compreniez, vous les appropriez. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien, allez-y. Je suis Vaïdi Gagnon, je suis de CESAD Axia Caen, psychiatre. Je voulais vous remercier pour votre intervention, pour s'attarder sur les concepts, parce qu'on voit beaucoup de concepts qui s'égrènent et on peut sentir que ça peut s'imposer à nous. J'espère que dans les deux jours à venir, parce qu'il y a la notion de l'éducation concernant les CESAD, c'est l'éducation spécialisée. En quoi il y a un rôle des CESAD en tant qu'éducation spécialisée peut intervenir au niveau des inclusions. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. Alors je répondrai plutôt à la première partie de votre intervention qui n'était pas une question. Je pense que c'est très important de s'attarder sur les concepts parce qu'il me semble que nous sommes tous a priori pour l'inclusion. Enfin, bon, l'inclusion est un mot de ralliement, mais il y a quand même un flou autour de ce concept. Et il me semble que chacun y met une définition un peu différente. Il me semble important, c'est pour cette raison qu'il me semble important de revenir sur des concepts et de créer les conditions vraiment que chacun se les approprie. C'est-à-dire que ce soit plus un mot d'ordre, mais que chacun développe un regard critique par rapport à ces concepts, que ça ne veut pas dire qu'on va demain changer le mot, mais en tout cas qu'on aura chacun développera son propre positionnement par rapport à ce qu'il entend par inclusion et aussi en se référant à la tradition philosophique vraiment qui est celle de l'inclusion. Voilà. Sur votre question, je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris, mais peut-être répéter. Désolé. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, réflexions? Alors, si vous pouvez aussi lever la main quand vous intervenez, parce que notre caméraman nous dit que pour vous voir, il a besoin que vous leviez la main très haut. Et moi aussi, d'ailleurs. Lydie, peut-être que tu vois bien, mais moi... Bonjour. Du coup, je suis Adeline Mathieu. Je suis psychologue dans un CESAD et dans un CESAD Pro. Et donc, du coup, moi, la réflexion que je me faisais en vous écoutant, c'était un petit peu sur justement la différence qu'on voit, ou en tout cas qu'on sent, concernant l'inclusion et le concept d'inclusion dans le champ de l'enfance. Et du coup, l'absence finalement de ce concept-là au profit du concept, ou en tout cas de la réalité de l'insertion professionnelle. Et du coup, à un moment donné, j'ai vu que vous parliez de l'insertion professionnelle. Comment est-ce que vous le définissez par rapport, par exemple, à l'inclusion? D'accord. J'ai l'impression de faire un oral d'examen. Vous pouvez aussi faire des remarques, vous n'êtes pas obligé de faire que des questions. Mais bon, disons que c'était une question. Comment je définis l'insertion professionnelle? Si vous voulez, moi je la rattachais à l'inclusion, et en reprenant ce slogan ou cette formule du groupe SOS qui me paraît très intéressante. Personne n'est inemployable, donc c'est vraiment l'idée que finalement tous les citoyens d'une société peuvent et doivent pouvoir bénéficier de la possibilité de s'insérer sur le marché du travail. Et cet horizon doit toujours être maintenu, en fait. Voilà. Pour moi, j'articulerais vraiment inclusion et insertion. L'insertion étant une déclinaison de l'inclusion dans le champ professionnel. Voilà.
Et c'est vraiment dans ce sens-là, je pense qu'il faut lire le rapport que j'ai cité, le rapport Borrello, hein, donnons-nous les moyens de l'inclusion. C'est vraiment une redéfinition de l'insertion articulée vraiment à l'inclusion. Voilà. Et c'est aussi de cette façon-là que sont pensés les ESAT, me semble-t-il. Voilà. Oui, je vois une main se lever, ici. Excusez-nous, mais enfin, moi je le vois. Ah oui, madame. Dans le premier carré devant, une dame. Stéphanie Marquest, je réinterviens. Moi, je mets des personnes en stage en ESAT et parfois, je me pose la question de savoir si elles ont vraiment le sens du travail et que du coup, là, c'est une insertion un peu forcée et je pense qu'elles seraient plus heureuses en ne travaillant pas. Donc, moi, les personnes inemployables, il y en a. Et voilà, c'est pas parce qu'elles ne travaillent pas qu'elles n'ont pas de vie sociale ou qu'elles n'ont pas de place dans la vie sociale. Voilà, alors pour avoir travaillé un petit peu avec notamment la Fondation de l'Élan Retrouvé, qui a des établissements notamment à Paris, dans la région parisienne, on avait eu ces discussions qui en fait ont accompagné historiquement vraiment la naissance de leur ESAT, c'est-à-dire qu'il y avait au début des voix qui s'élevaient pour dire que finalement il y avait une forme d'aliénation, de double aliénation par le travail, donc plutôt des voix marxistes. En discutant aujourd'hui avec eux, finalement, le débat persiste aujourd'hui. Voilà, sur cette question de savoir si ces gens veulent toujours travailler. Donc ces inquiétudes et ces questionnements, ils les partagent avec vous. C'est tout ce que je peux dire là. Voilà. On va prendre encore 2 questions parce qu'il faut qu'on tienne le timing et je crois qu'on aura une réaction devant. Moi j'ai le micro si vous voulez là, dans la main. Oui, allez-y monsieur, je vous avais vu et puis après il y a la dame. Je ne veux et voilà. surtout priver la personne de la parole. Donc, moi je suis Frédéric Baboulaz, je suis directeur général de l'association Autisme en Ile-de-France. Alors j'ai été j'étais intéressé par ce qui s'est dit. Il y a des choses où je me disais je me retrouve bien, des choses où je me disais je me retrouve moins. Moi ma crainte, elle est qu'à un moment donné, on chemine dans le sens où il y aurait des personnes qui seraient concernées par l'inclusion et des personnes qui ne le seraient pas. C'est-à-dire que finalement, on crée une nouvelle exclusion, une ségrégation dans le droit. On dirait, bah, toi tu as le droit, puis toi, tu n'as pas le droit. Et ça, c'est ce qui, dans mon esprit à moi, me fait penser que l'inclusion, c'est vraiment cette question de droit. Le droit, c'est pas une obligation, c'est un droit, on le prend pas, c'est un choix, mais que tout le monde soit concerné et qu'à un moment donné, on ne soit pas on pose pas une limite où on dit bah non, toi, tu vas pas être inclus, toi, parce que tu es trop handicapé. Vous voyez, la question, au moment où vous avez parlé de personnes handicapées et de non handicapées, là, quand vous avez dit ça, vous ne me l'avez pas dit à moi uniquement, on était plein, hein, mais quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais en fait, moi, je suis un petit peu handicapé, comme peut-être chacun d'entre nous assis dans cette salle, à un moment ou à un autre, dans une situation ou une autre de notre vie. Oui. C'était pas une question, du coup. D'accord. Non, mais pour une fois, j'ai quelque chose d'intéressant à répondre. Alors... Bah, écoutez, moi je partage votre inquiétude, c'est-à-dire que je la formulerai un peu différemment, c'est-à-dire que vous dites il risque d'y avoir des gens qu'on inclut et d'autres qu'on n'inclut pas dans l'inclusion. Il me semble que par principe l'inclusion s'adresse à tous, simplement on n'inclut pas à n'importe quelle condition. C'est plutôt ça, c'est-à-dire que l'inclusion s'accompagne d'une responsabilisation. Si vous voulez être inclus, alors il faut être coopératif, il faut accomplir un certain nombre d'actes, etc. Et donc,
Et c'est par là peut-être que peut venir une certaine forme d'exclusion, c'est-à-dire qu'adviendra-t-il de ceux qui, comme le disait Yann de Robert, ne voudront pas forcément être travaillés. Enfin, elle ne le disait pas dans cette citation-là, mais c'est une des revendications du réseau Entente de Voix, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Sur la deuxième partie de votre question, j'avais aussi quelque chose à dire, mais que j'ai oublié. C'était quoi déjà? Excusez-moi. Ce n'était pas une question, c'était une remarque. Oui, la remarque, oui, pardon. Oui, tout à fait. C'est très intéressant comme remarque parce que je pense qu'au fond, si on pousse jusqu'au bout la logique de l'inclusion, on en arrive à la conclusion que vous faites ici. Et je me faisais la remarque, moi, parce que je connais une personne qui ne sait pas lire et qui n'est pas en situation de handicap, qui n'est pas reconnue comme telle. Et pour se déplacer dans Paris, j'habite à Paris, elle doit être toujours accompagnée par quelqu'un. C'est-à-dire que vu qu'elle ne sait pas lire, qu'elle ne sait pas se diriger avec un plan, qu'elle ne sait pas lire les noms des rues, etc. Donc effectivement, je trouve que la question de l'inclusion pose aussi, remet en question la frontière entre handicapés et non handicapés. Ceci dit, il me semble qu'il y a quelque chose quand même qui reste dans la définition du handicap, qui est l'idée de déficience. Bon. Voilà. Qui est l'idée qu'il y a une déficience et que c'est l'articulation entre une déficience et un environnement qui constitue le handicap. Ça, c'est une définition usuelle du handicap qu'on peut bien sûr remettre en cause. Et c'est intéressant de la remettre en cause, justement. Parce que je vois pas en quoi, sachant que les fonctionnements peuvent être... sachant qu'il peut y avoir des obstacles de même nature, je ne vois pas pourquoi on stigmatiserait ainsi par la déficience le handicap. Donc je rejoins complètement votre questionnement. Voilà. On va prendre juste une dernière question. Oui. Question courte, réponse courte, s'il vous plaît. Pascal Burpilla, pédiatre, celui-là. Pascal Burpilla, pédiatre, CESAD Sauvegarde de Haute-Saône. Merci beaucoup pour votre intervention, vraiment très clinique. Mais désolée, j'ai une question. Vous avez dit qu'on allait attendre longtemps face aux préjugés, puis que quelque part ils étaient un peu irréductibles. Mais dans l'autre partie, donc, vous parlez de la reconnaissance de l'autre, mais on peut peut-être attendre aussi longtemps. Oui. Bon, ce que je voulais simplement dire, c'est que le préjugé était réductible au sens où je pense que il me semble que dans toute interaction humaine, ça commence quand même avec des préjugés et que c'est ça qui est réductible. Mais bon, c'est pas parce que ça commence avec des préjugés que ces préjugés ne changent pas. Bon, ça, il aurait peut-être fallu que je le dise dans mon intervention. Donc voilà. Et il me semble que non, la reconnaissance dont je parle, c'est simplement exister pour l'autre. Donc la reconnaissance au sens où son antonyme, ce serait l'indifférence, l'ignorance, le mépris, enfin la non-reconnaissance. Voilà. Donc c'est simplement ça, c'est-à-dire c'est ce que disait la citation que j'ai lue tout à l'heure. Voilà, réponse courte. Merci. Merci Paul. Bon, c'était un peu brutal, mais merci beaucoup pour cette intervention. Et j'en profite peut-être parce que vous en avez pas parlé, Paul-Loup, mais pour les participants, n'hésitez pas à vous rendre sur l'espace éthique Île-de-France, le site internet qui est vraiment très rempli, à suivre également ce qu'il propose. Je pense que l'éthique, on en a vraiment besoin dans ces moments, crise sanitaire ou pas. Donc merci pour cet apport philosophique et éthique.